Bienvenue. Vous allez découvrir ici avec moi toutes les bonnes pratiques en matière de radioprotection dans les services médicaux interventionnels. Je m'appelle Reto Treyer, je suis physicien médical et je travaille dans le service de radioprotection de l'Office fédéral de la santé publique. Je vais vous guider tout au long de ce film à caractère didactique. Ce film est destiné en particulier aux groupes professionnels. En effet, ils sont exposés très régulièrement au rayonnement en raison de la spécificité de leurs activités professionnelles. Si vous travaillez, par exemple, dans un bloc opératoire, ou encore, si vous travaillez dans un laboratoire de cathétérisme cardiaque, ou si vous exercez dans un autre service où les rayonnements sont régulièrement utilisés, vous faites partie du groupe cible de ce film didactique. Peu importe ici la catégorie professionnelle exposée au rayonnement à laquelle vous appartenez, le visionnage de ce film vous sera utile. Tout au long de ce film, nous vous aiderons à mettre en œuvre la meilleure protection possible dans chaque cas de figure. En effet, comme la pratique la plus rigoureuse nous l'a montré à de très nombreuses occasions, les personnes qui se protègent peuvent également protéger leurs collègues et les patients qui leur sont confiés. Pour éviter les redondances, j'éviterai ici délibérément de donner des explications physiques plus détaillées. En effet, il existe déjà d'innombrables publications très claires à ce sujet. Tout au long de ce petit film didactique, j'aimerais plutôt me concentrer beaucoup plus spécifiquement avec vous sur deux choses capitales. D'abord, la diffusion spatiale et l'intensité du rayonnement. Ensuite, sur les possibilités concrètes d'optimisation, à l'aide d'exemples pratiques et liés à l'application. Dites-vous bien que c'est vous qui êtes au centre de l'action, et ce que vous exerciez une activité de médecin, ou en tant qu'infirmier, ou que vous exerciez les métiers d'infirmière ou d'anesthésiste. Dans la première leçon, j'aimerais rafraîchir et élargir vos connaissances en m'appuyant sur de courts enregistrements vidéo. Dans la deuxième partie, je vous présenterai tous les différents types d'appareils ainsi que leurs particularités lors de l'utilisation pratique. Dans le film, un système de dosimétrie en direct de type RSF est utilisé. J'aimerais maintenant vous en expliquer brièvement le fonctionnement dans le détail. Ce système nous permet de montrer très clairement, et en temps réel, l'exposition au rayonnement de chaque personne. Il permet également de procéder à une comparaison entre niveaux d'exposition. Pour cela, les personnes qui se trouvent à proximité de la machine portent un dosimètre au niveau de la poitrine sur les équipements de protection. Tout au long de la radioscopie, les informations qui concernent la dose à laquelle les personnes sont exposées sont affichées sur l'écran. Celles-ci sont divisées en trois zones de couleurs distinctes, la couleur verte, la couleur orange et enfin, la couleur rouge. Si la couleur passe du vert à l'orange, si elle passe de l'orange au rouge, cela signifie concrètement que la dose est dans chacun de ces cas de figure multipliée par 10. Par conséquent, mathématiquement, si la couleur passe de la couleur verte au rouge, la dose est multipliée par 100. Toutes les démonstrations sont présentées sous forme de séquences de radioscopie afin d'obtenir une visualisation optimale. Comme vous pouvez le distinguer ici, les différents groupes professionnels sont représentés sur l'écran. Tout d'abord, on trouve le premier chirurgien ou la première chirurgienne, puis l'assistant ou l'assistante médicale, et enfin l'assistant infirmier ou l'assistante infirmière. Dans la pratique, il s'agit des trois personnes portant des vêtements stériles à la table d'opération. Ce sont donc les personnes les plus proches du patient, ou de la patiente, lors d'une intervention médicale donnée. Le quatrième dosimètre est porté par la personne utilisant l'arc-en-C, et les deux dosimètres, ci-dessous, sont pour leur part attribués au personnel en charge des procédures d'anesthésie. Chaque groupe professionnel peut se retrouver dans une situation d'intervention chirurgicale. J'aimerais aussi mentionner, à ce stade, qu'aucune personne n'a été exposée à des radiations supplémentaires et inutiles afin de procéder à la réalisation des prises de vue que vous allez découvrir. Passons maintenant au sujet important du rayonnement. On distingue principalement deux types de rayonnement, le rayonnement primaire, d'une part, et le rayonnement diffusé, d'autre part. Les deux sont toujours en relation de proportionnalité. Cela signifie concrètement que, plus l'intensité et l'énergie du rayonnement primaire sont élevées, plus l'exposition du personnel exposé au rayonnement diffusé est à son tour élevée. Par conséquent, un rayonnement primaire optimisé est bénéfique aux deux catégories de personnes concernées, les patients et le personnel. Le rayonnement primaire est nécessaire dans toutes les procédures où il est nécessaire d'obtenir une image de l'intérieur du corps du patient. Selon la région du corps à examiner, l'intensité et l'énergie du rayonnement sont soumises à différentes exigences. La visualisation d'un petit volume, pensons ici à une main, ou encore à un pied, nécessite une intensité et une énergie beaucoup plus faibles que celle d'un plus grand volume,
comme c'est par exemple le cas quand on veut visualiser le tronc d'un patient, pour prendre l'exemple le plus évident dans ce cas de figure précis. La densité des tissus à traverser joue ici également un rôle important. Ainsi, la visualisation des structures osseuses solides du patient, ou d'implants métalliques, nécessite quant à eux une intensité et une énergie de rayonnement primaire plus élevées que dans les précédents cas de figure. Il en va de même pour l'administration de produits de contraste, ou encore quand on doit prendre en compte la présence d'instruments chirurgicaux sur l'image. Dans la suite, nous nous concentrerons toutefois davantage sur le rayonnement diffusé. Le rayonnement diffusé est produit dans le patient, sur la table et sur le détecteur. Autrement dit, il est produit partout où le faisceau primaire rencontre un obstacle, qu'on appelle communément un corps diffusant. Un champ de rayonnement diffusé se propage donc autour de tous les objets se trouvant dans le faisceau primaire. Et c'est précisément en raison de ce rayonnement diffusé que vous êtes considéré comme une personne exposée professionnellement aux radiations et nécessitez une protection particulière. Par exemple, vos données dosimétriques mensuelles sont surveillées localement, par l'expert technique qui suit votre dossier, mais elles sont également contrôlées par l'intermédiaire du registre dosimétrique central de l'OFSP. Afin de pouvoir pratiquer au mieux la radioprotection de toutes les personnes concernées, il est absolument nécessaire de posséder des connaissances élémentaires sur le fonctionnement d'un appareil à rayon X. Vous voyez ici un arc en C classique, en tout similaire à celui que vous utilisez probablement dans votre pratique. Ici, en blanc, se trouve le tube à rayon X. C'est dans ce tube-ci que le rayonnement primaire dont nous venons de parler est généré. À cet endroit, ensuite, il rencontre le détecteur, dans lequel l'image est formée, laquelle s'affiche ensuite sur l'écran associé à la machine. Le rayonnement primaire est généralement déclenché par la pédale, quand il n'est pas déclenché par la commande manuelle, également disponible ici. Enfin, vous voyez ici, du côté gauche de notre prise de vue, la console de commande sur laquelle les réglages techniques peuvent être effectués par l'opérateur, pour générer, tout comme pour procéder à l'optimisation du faisceau. Je parlerai plus longuement de la procédure spécifique à l'optimisation du faisceau ultérieurement. Qu'en est-il, maintenant, du rayonnement diffusé? Le rayonnement primaire est, pour sa part, généré dans le tube. Il atteint, ensuite, le corps diffusant. Le traverse, pour, enfin, atteindre le détecteur. Mais où se trouve le rayonnement diffusé maintenant? Si au cours de la procédure le rayonnement primaire atteint le patient, il en résulte alors toujours un rayonnement diffusé. Comme vous pouvez le voir désormais, la partie du rayonnement diffusé à forte dose est ensuite rétrodiffusée, vers le tube. Cette partie rétrodiffusée du rayonnement diffusé ressemble, comme vous pouvez le voir, à un cône, dont nous avons pu constater que l'angle d'ouverture mesure environ 45 degrés. Étant donné que ce cône, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, est la zone qui présente l'intensité et l'énergie de rayonnement diffusé mesurables les plus élevées, il doit par conséquent être représenté en rouge sur notre écran. Si vous insérez maintenant d'autres cônes, vous pouvez alors clairement constater une réduction manifeste de la dose. Nous allons colorer également ces cônes. Le premier en orange foncé, le second en jaune et le dernier en vert. Prêtez attention à cette image, qui illustre clairement la distribution de la dose du rayonnement diffusé à partir de la position du tube à rayon X de notre appareil. J'y reviendrai à maintes reprises dans cette vidéo. Il est également important de mentionner et d'insister sur une chose capitale pour notre pratique, les couleurs du cône et les couleurs sur l'écran du système de dosimétrie en direct doivent absolument être considérées séparément. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a aucun lien ici. Cette échelle de couleurs n'annule pas non plus les principes fondamentaux de protection que vous connaissez déjà, il est toutefois toujours utile de les mentionner dans ce cadre pédagogique, à savoir le temps, la distance, les écrans. Elles visent tout simplement à les compléter. Les questions les plus importantes concernant l'orientation sont donc les suivantes, il est impératif de bien les retenir, tout d'abord, où se trouve le tube, et ensuite, quelle est ma position par rapport au cône de couleur. Quoi qu'il en soit, nous savons aussi que les images en disent plus long que les mots, alors commençons par la première leçon. Débutons par une situation d'intervention chirurgicale somme toute classique. Toutes les personnes concernées sont équipées de leur dosimètre et positionnées à leur place. Lors des prochaines prises de vue, vous pourrez le constater comme moi, aucune mesure de réduction de dose n'est encore prise. Notre appareil est, ici, placé en PA, autrement dit à l'arrière du patient. Il est réglé sur le mode automatique,
ici, à 15 impulsions par seconde, et, dans ce cas précis, sans utilisation des diaphragmes. La région d'examen est, dans notre exemple, le tronc du patient. Cette position est appelée fonctionnement au-dessous de la table. Cette appellation se fonde sur la position du tube. Comme vous pouvez le voir désormais, le cône rouge se propage principalement sous la table, et ce en raison de la réflexion sur le patient. Ceci permet aux parties de rayonnement à dose réduite, représentées par la couleur orange, par la couleur jaune et par la couleur verte de notre animation, d'occuper la majeure partie de l'espace. C'est pourquoi la position au-dessous de la table est la meilleure, la plus optimale pour tout ce qui concerne la radioprotection. Comme vous pouvez l'apercevoir, l'exposition au rayonnement du personnel est ici optimisée uniquement par le positionnement de l'appareil. Grâce à la dosimétrie en temps réel, l'exposition au rayonnement des travailleurs est clairement visible à chaque instant de la procédure. L'exposition plus élevée du personnel médical en charge de la procédure s'explique par la distance plus faible qu'ils occupent relativement au corps diffusant ou au patient. Passons maintenant, si vous le voulez bien, au plan latéral, et examinons les effets de ce changement de position sur l'exposition au rayonnement des personnes présentes au cours de la procédure que nous prenons pour exemple. Il est très clair pour nous que l'exposition au rayonnement a augmenté pour toutes les personnes concernées ici, et en particulier pour le médecin, qui se trouve debout du côté du tube, comme pour les collègues en charge des procédures relatives à l'anesthésie. Ici, notons que rayonnement diffusé à forte dose n'a pas été réfléchi sur le sol, comme auparavant, il y a été principalement absorbé, mais notez bien aussi qu'il peut tout de même se propager librement dans la pièce où se trouve le personnel et le patient. Ainsi, le médecin se trouve maintenant directement dans le cône rouge. L'importance de sa propre position est également très claire ici, comme vous pouvez sans aucun doute le constater. Si l'on compare maintenant le dosimètre 1, du côté du tube, et le dosimètre 2, du côté du détecteur, l'exposition du médecin au rayonnement est ici, notons-le bien, 100 fois plus élevée. Si l'on regarde désormais de plus près la représentation du cône de couleur, il est clair que les personnes ne s'éloignant pas directement du patient, autrement dit celles qui peuvent augmenter leur distance, peuvent réduire leur exposition personnelle au rayonnement en changeant de position au minimum. Si vous faites partie des personnes travaillant régulièrement ou fréquemment avec ce réglage ou des réglages similaires, il est recommandé de vérifier votre dose au cristallin à l'aide de la double dosimétrie. En effet, la probabilité de dépassement de la valeur limite, accompagnée d'éventuels dommages au cristallin, augmente considérablement. Il vous est également possible d'estimer votre dose au cristallin annuellement à l'aide d'un deuxième dosimètre personnel. Il sera placé juste au-dessus de votre tablier en plomb, et que vous devez impérativement porter pendant une durée d'au moins 4 mois consécutifs. Si les valeurs de dose mensuelles enregistrées augmentent régulièrement, il vous est alors recommandé de poursuivre non seulement la double dosimétrie, mais également d'observer très rigoureusement le port de lunettes composées de verre plombé. Si la valeur limite de 20 mSv par an est atteinte ou dépassée, le port de lunettes en verre plombé et la double dosimétrie sont obligatoires. Pour obtenir des informations supplémentaires, veuillez contacter l'expert technique de votre service. Il pourra également vous conseiller sur les mesures d'optimisation, telles que l'utilisation de moyens de protection supplémentaires. Dans la troisième séquence du film, nous examinerons de plus près la position au-dessus de la table. Dans ce cas, le tube est placé au-dessus du patient. Dans cette technique de travail, tout comme dans la position latérale, le problème réside dans le fait que les zones du corps non protégées, mais sensibles, telles que le cristallin et la glande thyroïde, sont particulièrement exposées au rayonnement le plus élevé. Ce réglage avec un arc en C normal est un réglage plutôt exceptionnel en chirurgie. Cependant, il est utilisé quotidiennement en chirurgie de la main et du pied, avec les mini-arcs en C actuels. En chirurgie urologique également, on estime que 50% des systèmes de radioscopie fixe sont conçus en position au-dessus de la table. Passons maintenant, si vous le voulez bien, aux possibilités de réduction de dose. Dans un premier temps,
Je vais vous présenter brièvement ces possibilités avant de vous montrer leur influence. Tout d'abord, le positionnement de l'appareil sur le patient doit toujours être vérifié. À cet effet, la plupart des appareils comportent un laser. Cela vous aide à positionner l'arc-en-ciel dans la région du corps souhaitée sans jamais avoir à radiographier. De plus, le détecteur doit toujours se trouver aussi proche que possible du patient et le tube aussi éloigné que possible du patient. Cela permet d'améliorer la qualité de l'image, tout en réduisant la dose du patient. Au niveau technique, les appareils offrent plusieurs options pour réduire la dose. L'accent est mis sur la dose au patient, mais nous savons maintenant que cela réduit également le rayonnement diffusé. La mesure la plus connue et la plus efficace est la réduction de la fréquence d'impulsion. Il est recommandé de procéder au réglage standard de 25 à 30 impulsions par seconde, à 4 à 8 impulsions par seconde au maximum dès le démarrage de l'appareil. Par conséquent, il est préférable de commencer à une fréquence d'impulsion faible et d'augmenter au cas par cas, plutôt que de commencer systématiquement à une fréquence d'impulsion élevée. Par ailleurs, la réduction de la fréquence d'impulsion n'est pertinente que si l'on travaille avec la radioscopie. Elle n'a aucune influence sur la prise de clichés uniques. En outre, une réduction à une impulsion par seconde n'est pas pratique, car cela ne permet pas de décomposer les mouvements. Ainsi, l'objectif de l'examen doit toujours être pris en compte pour les différents services. Les diaphragmes possèdent plusieurs fonctions et constituent un outil d'optimisation extrêmement important. Premièrement, l'utilisation des diaphragmes réduit la surface irradiée du patient. On obtient ainsi grâce à la diminution de la surface une réduction du produit dose surface. Deuxièmement, chaque volume irradié supplémentaire entraîne une augmentation du rayonnement diffusé. Et troisièmement, l'utilisation des diaphragmes est le seul moyen de modifier la forme et la taille du cône rouge. Utilisez la possibilité d'élaborer des programmes spécifiques à l'application avec les experts des entreprises de radiologie et votre physicien médical et de les enregistrer dans vos appareils. Ceci est particulièrement recommandé si plusieurs services utilisent les mêmes appareils. Vérifiez régulièrement ces paramètres et effectuez les ajustements nécessaires avec votre spécialiste d'application. Les moyens de protection sont également compris dans l'optimisation. Un équipement de base composé d'un manteau ou d'une jupe avec une veste doit être fourni avec un protège-thyroïde. Le port de ces équipements de protection pendant une exposition est obligatoire. Cependant, dans de nombreux services, l'exposition du personnel ne peut être optimisée qu'à l'aide de moyens de protection supplémentaires et utilisés judicieusement. Votre expert technique devrait pouvoir vous donner des conseils personnalisés à ce sujet. Dans certaines situations de votre quotidien professionnel, les mesures d'optimisation ne sont pas toutes applicables. Vous devez réfléchir à l'application de ces optimisations, ainsi qu'à leur utilisation lors de chaque cliché. J'aimerais maintenant vous montrer à quel point les réductions de dose peuvent s'avérer importantes avec la dosimétrie en direct. À titre de rappel, revenons brièvement à notre premier enregistrement. Cela nous servira de référence. L'appareil était placé en PA, en mode automatique, réglé à 15 impulsions par seconde et sans utilisation des diaphragmes. La région cible était le tronc. Tous les employés étaient visiblement exposés. Nous allons maintenant réduire la fréquence d'impulsion de 15 impulsions par seconde à 7,5 impulsions par seconde. Comme vous pouvez le voir clairement, la dose a été réduite pour l'ensemble du personnel. Nous allons maintenant rétablir la fréquence des impulsions au maximum de 15 impulsions par seconde et à cet effet, fermez les diaphragmes à droite et à gauche à un tiers. Lors de l'utilisation des diaphragmes latéraux, même si la dosimétrie en temps réel ne l'a pas clairement montré, le positionnement individuel est déterminant pour réduire son exposition au rayonnement ionisant. Je vous propose d'illustrer cela par un graphique. Comme je l'ai déjà mentionné, l'utilisation des diaphragmes peut influencer la forme ou le volume du cône rouge. Ainsi, le diaphragme à iris rond exerce une forte influence sur le volume du cône. En réduisant le champ à l'entrée du patient, le cône se rétrécit.
Cela réduit également la partie du rayonnement diffusé à forte dose. Lors de l'utilisation des diaphragmes latéraux, la forme du cône change. Les parties latérales du cône rouge sont coupées, de sorte que le cône orange à faible dose est prolongé. Une réduction significative ne se produit que si vous vous trouvez du côté de la coupe. Je voudrais maintenant vous montrer à quel point votre exposition peut être réduite en combinant la réduction de la fréquence d'impulsion et l'utilisation des diaphragmes. Pour cela, nous conservons l'ouverture restreinte et réduisons à nouveau la fréquence d'impulsion à 7,5 impulsions par seconde. Comme on peut le voir sur l'écran, la combinaison a permis d'obtenir une optimisation si efficace que l'exposition au rayonnement a été réduite au minimum pour chaque employé. Mais j'aimerais souligner à nouveau à ce stade qu'il convient d'utiliser judicieusement les options d'optimisation mentionnées. Il est important de trouver le juste équilibre entre l'optimisation et ce qui est réalisable dans la pratique pour réussir une intervention. Voici un autre exemple tiré de la pratique. Deux situations sont présentées pour les opérations de l'épaule. Comparez vous-même l'incidence du changement de position du tube sur la dose du personnel. Sur le côté gauche, vous pouvez voir la situation dans la position dite au-dessus de la table. Et vous pouvez voir la version au-dessous de la table à droite. Avec ces images, j'aimerais clore la leçon de base et poursuivre maintenant avec le sujet concernant la spécialité médicale et les appareils. Les exigences relatives à l'utilisation de la radioprotection dans la pratique ne concernent pas uniquement la législation et la physique. Les applications médicales jouent un rôle aussi important que l'immense choix en matière d'appareils. Il est certain que la radioprotection commence déjà par le choix de l'appareil approprié. Dans cette deuxième leçon, je vous présenterai différents types d'appareils et, en m'appuyant sur les résultats de la leçon 1, je parlerai de leurs particularités dans la pratique. En fonction du type d'appareil et de l'application, ils peuvent être affectés tout aussi bien au domaine des doses faibles qu'au domaine des doses modérées, ou bien encore au domaine des doses élevées. Tous ces domaines de doses décrivent le plus précisément la dose efficace que nous prévoyons pour assurer l'intégrité physique du patient. Ainsi, par exemple, un mini-arc-en-C, en raison de la faible puissance et de l'examen des membres moins sensibles aux radiations, est presque exclusivement classé dans le domaine des doses faibles. En revanche, un système de radioscopie puissant, par exemple en cardiologie ou en salle hybride, est toujours affecté au domaine des doses élevées. Dans les blocs opératoires et dans tous les autres services, l'offre existante d'intervention chirurgicale, diagnostique ou thérapeutique ainsi que les techniques de travail et les besoins des examinateurs doivent toujours être pris en compte pour classer les appareils correctement. Étant donné que ce classement exerce une influence sur la sécurité au travail du personnel exposé, en cas de doute, les classifications doivent être contrôlées régulièrement par votre physicien médical. Comme je l'ai mentionné, il existe des arcs-en-C mobiles et des systèmes de radioscopie pour divers domaines d'applications chirurgicaux et interventionnels. Ainsi, il n'est plus rare d'utiliser des arcs-en-C compatibles 3D pour la chirurgie de la colonne vertébrale ou des appareils plus puissants pour les chirurgiens vasculaires. Les systèmes urologiques diffèrent considérablement des appareils cardiaques. Mais vient une autre question, quelle est la différence fondamentale entre ces appareils fixes et un arc-en-C classique ? La différence réside dans la structure liée à l'application et dans le fait que ces appareils sont conçus avec une puissance de tube plus élevée pour fournir des images de meilleure qualité. La distribution du rayonnement diffusé reste la même, par conséquent, nous pouvons utiliser l'échelle de couleur pour le cône de la leçon 1, dans les exemples suivants. Les interventions en chirurgie vasculaire, et les appareils conçus spécialement à cet effet, sont généralement affectés au domaine des doses élevées, après examen des doses du patient. Par conséquent, ils présentent également un risque accru pour le personnel, si les mesures de protection habituelles ne sont pas respectées. Lors de ces interventions, il peut être nécessaire d'utiliser des moyens de protection supplémentaires. C'est pourquoi, pour toutes les interventions de chirurgie vasculaire, les chirurgiens doivent effectuer une analyse individuelle de l'exposition du cristallin, au moyen de la double dosimétrie. Vous pouvez constater l'augmentation de l'exposition, due à l'augmentation de la performance des appareils, déjà mentionnée dans les prochaines séquences de ce petit film. Ces appareils étant utilisés particulièrement de manière frontale et latérale,
Nous nous concentrons ici essentiellement sur ces deux positions. Les vidéos de la leçon 1 servent ici de référence pour que nous puissions effectuer une comparaison plus claire et plus directe. L'utilisation d'arc en C, compatible 3D, nécessite d'adapter les processus de travail habituels au sein du bloc opératoire. En effet, aucune personne ne devrait se trouver près du patient, ni dans la pièce, pendant toute la durée des acquisitions 3D. Cependant, si cela n'est pas possible pour une raison ou une autre, ce processus de travail, ainsi que les mesures de protection prises pour les employés, devraient être consignés par écrit, dans les directives. La présente vidéo a pour objet d'illustrer le déroulement et l'intensité du rayonnement diffusé lors d'une acquisition en 3D. À cette fin, les dosimètres ont été fixés aux positions précédemment occupées par les membres du personnel chirurgical. Vous voyez clairement ici les fortes variations dans l'intensité du rayonnement diffusé, qui se produisent pendant l'acquisition, et ce à chacune des positions. Afin de ne pas exposer le personnel à ces niveaux élevés, et potentiellement dangereux pour le personnel, l'OFSP recommande formellement que personne ne soit présent dans la salle pendant toute la durée d'une acquisition 3D. Dans des services tels que la cardiologie, l'angiologie, ou bien encore la neuroradiologie ou l'urologie, des systèmes de radioscopie fixe sont régulièrement utilisés de manière interventionnelle. D'une manière générale, ces appareils sont affectés au domaine des doses élevées. Contrairement aux arcs en C mobiles, ces appareils sont toujours accompagnés de moyens de protection supplémentaires destinés aux utilisateurs. Ainsi, les paravents mobiles plombés, ou encore les suspensions plafonnières avec un écran plombé, ainsi que les bas-volets plombés, font partie de l'équipement minimal. L'exigence minimale relative aux équipements de protection du personnel, en particulier des médecins, est également plus importante. Ainsi, l'épaisseur doit impérativement avoir un équivalent en plomb d'au moins 0,35 mm, et le port de lunettes de protection plombées est obligatoire. En outre, dans ces services, la double dosimétrie est obligatoire. Cela permet en effet de pouvoir surveiller la dose individuelle au cristallin, ainsi que de garantir une estimation correcte de la dose efficace. Les différences au niveau de la structure de l'appareil sont parfois très importantes, c'est pourquoi je vais vous présenter leur utilisation dans un laboratoire de cathétérisme cardiaque et dans une salle d'urologie séparément. En conclusion, nous avons pu voir ici comment l'association entre l'optimisation technique et l'utilisation de moyens de protection spécifiquement orientés vers l'utilisateur permet d'améliorer très nettement le niveau de protection du personnel médical contre les rayonnements des machines. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de ce film pédagogique. J'espère bien sûr vous avoir présenté la radioprotection axée sur la pratique de manière claire et intelligible. N'oubliez pas que dans le cadre de votre travail, vous êtes régulièrement exposé au rayonnement. Grâce à l'application d'une méthode de travail rigoureuse et optimisée de part en part, vous pouvez éviter d'être exposé inutilement aux radiations des machines, ainsi que vos patients. En tant qu'autorité d'autorisation et de surveillance en matière de radioprotection, l'OFSP soutient à tout moment les efforts que vous pourrez déployer pour réduire l'exposition de tous au rayonnement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'aide ou d'informations concernant des sujets plus spécifiques relatifs à la radioprotection, ou encore, si vous avez des questions d'un ordre plus général. Vous pouvez aussi consulter notre site web, il contient de nombreuses informations. En ce qui concerne les applications spécifiques dans les domaines de doses modérées et élevées, votre physicien médical se tiendra bien évidemment à votre disposition pour vous conseiller et vous orienter. La mise en œuvre d'une culture promouvant la radioprotection nécessite le soutien actif et régulier des membres de la direction de votre entreprise. Rappelez-leur leurs devoirs, afin qu'ils assument pleinement leurs responsabilités dans ce domaine. En effet,
Et conformément à la législation sur la radioprotection, le titulaire de l'autorisation, ou les responsables d'une entreprise, sont également responsables du respect le plus strict des dispositions légales en matière de radioprotection. Le titulaire de l'autorisation est également tenu de définir le plus clairement et précisément les exigences en matière de radioprotection, dans les directives internes de l'entreprise. Avant de vous dire au revoir, je tiens à remercier chaleureusement, au nom de l'OFSP, toutes les personnes qui ont permis de réaliser cette vidéo. En effet, la radioprotection est un travail d'équipe. Et nous avons pu réaliser cette vidéo grâce aux hôpitaux, aux entreprises de technologie médicale, de radiologie et de moyens de protection, aux centres de formation et au personnel soignant engagé. Merci beaucoup.